Je me doute bien. Mais oui, j'ai fait mes devoirs, j'ai noté pas mal de petits trucs. Donc on avait parlé, si je suis bien d'accord, sur le cas Ubisoft, intégration de Tencent. Ouais. Et j'ai rajouté un autre truc que je voulais parler. Ouais. Et C'est quoi non, tu spoil pas. Tu veux peut-être que ça arrive dans le sujet comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Ok. On va faire comme ça. Ça marche. Et bah écoute, ça marche. Moi, j'ai pas trop pris de notes parce que je commençais à m'intéresser au sujet et après, je me suis rendu compte que les gens s'arrêtaient sur les choses qui étaient pas importantes sur ce sujet-là et passaient à côté de l'essentiel de ce qu'il fallait sortir de tout ça. Mais avant toute chose, t'aimes bien la VF sur Cyberpunk ou pas ? Ouais. Mec, je trouve que la VF de V, elle est catastrophique. La voix du V mec est horrible. Voilà. Le V meuf, ça marche très bien, mais je sais pas, j'ai l'impression que le doubleur du gars, c'est trop bizarre. En fait, j'aime toute la VF sauf V, en fait, je crois. C'est vraiment la voix de V quand mon personnage parle, je trouve que les émotions elles sont mal retranscrites. Qui dit des trucs, des fois, je suis en mode, mais c'est bizarre, personne parle avec cette intonation-là. Et je sais que. Ma gonzesse fait la même réflexion sans que je lui dise. Elle a dit ah, elle est bizarre la voix. Pourquoi il parle comme ça et tout. Parce qu'elle joue une meuf du coup. Putain, je me souviens pas du tout. Ça m'a pas marqué, mec. Bah je sais pas si tu vois un peu le genre de. Attends, je sais pas si j'essaie une imitation ratée de. Oh bah vas-y. Attends, j'essaie de faut que j'ai un dialogue en tête, mais. Attends, pire, attends, parce que je vais pas m'infliger ça, je sais ce que je vais faire. Non. Parle un peu comme ça. Non. Attends, j'ai plus de punchline en tête, mais du coup, je sais pas, il a la voix banale, je sais pas, il a une voix hyper générique du rôle dans lequel on veut le mettre dedans. Je trouve que ça marche pas en fait. Tandis que la voix du personnage féminin, ça marche très bien. Ok, bah moi j'ai pas eu de comparatif parce que j'ai fait que la VF, j'ai même pas tenté en VO. Et justement, je pense que Cyberpunk a aussi bien marché sur moi parce que j'ai joué en VF. Je pense que la langue maternelle, elle impacte beaucoup plus émotionnellement que si tu joues dans autre chose. C'est pour ça que Monster Hunter, j'ai mis aussi français d'ailleurs. Mais bon, l'histoire est pas. Enfin, on s'en fout. Oui, c'est pas la même chose. Mais non, mais tout le reste de la VF marche bien. Hein. J'ai eu aucun problème. Il y a que mon personnage, je dis, mais pourquoi tu prends des intonations comme ça quand tu parles ? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Putain, j'aimerais bien trouver un extrait parce que je te jure, c'est flagrant. Pour le coup, là, je trouve que c'est purement objectif. Je vois pas comment quelqu'un peut dire c'est bien joué. Je trouve qu'il y a un vrai problème. J'essaie de retrouver ça en off. Au pire, j'enregistrerai un dialogue vite fait. Forcément, dans mes dernières quêtes, c'est un moment où il parlera bizarrement. Ouais. Bah, on commence. On attaque ce sujet épineux. Ouais. Je sais pas si mon autre sujet, je parle en premier ou pas. Peut-être que si. Ouais, alors, c'est peut-être toi qui vois parce que je vois absolument pas de ce dont tu veux parler. Si. Enfin, tu peux pas savoir, mais tu vas savoir. Ok. Ouais. Bah, je sais pas si tu veux. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, du coup. Je finis mon croissant pour pas que ce soit désagréable. Vas-y, finis ton croissant. Moi, je vais résumer ce dont on veut parler aujourd'hui, même si tu l'as un peu briefé au final. On va essayer de revenir sur ce qui s'est passé avec Ubisoft de manière générale, puis du rachat. Non, c'est pas un rachat. J'ai fait exprès de dire rachat parce qu'il y en a qui vont dire ah, c'est pas un rachat. Oui, d'accord. Moi, c'est justement là-dessus que je te dis qu'en fait, on s'en fout un peu de ce sujet-là parce qu'il y en a, ils vont être contents et dire que c'est un rachat pour dire eh bien fait Ubisoft, et il y en a, ils vont bégayer en disant c'est pas vraiment un rachat en fait, c'est parce que. C'est bon, on s'en fout en fait. C'est pas ça qui est important dans le débat. On va essayer de donner, je sais même pas si on va donner notre avis ici indirectement, mais on va surtout parler de pourquoi Ubisoft s'est mis dans cette situation de merde en fait, tout simplement. Ouais, exactement. Une situation un peu bancale. Mais avant toute chose. Ouais. Avant toute chose. Je voulais ajouter un petit sujet avant qu'on se lance sur ce gros morceau. Je suis en train de rigoler derrière mon micro parce que je sens le truc qui va me prendre au dépourvu. Putain, mais. Non, ça va aller. En gros, j'ai ouï dans d'autres podcasts de gens qui parlent. Enfin, il y a des gens qui parlent de jeux vidéo qui ne devraient pas. Et notamment des gens qui ont pu comparer l'accessibilité de The Witcher 3 avec World of Warcraft, par exemple. Aïe. Et je voulais qu'on en parle, Roméo. Parce qu'il y a quelque chose de très très grave, et je crois que c'est le pourquoi le podcast existe d'ailleurs. C'est vrai. C'est pour commencer à casser ces discours, en fait, parce que ça devient... c'est inadmissible.
C'est vrai. Parce qu'on a des discours là qui prônent, dans le contexte de développement personnel, là, qui ont prôné le dire de s'investir, de mettre du temps dans des choses, de pas faire des choses pour rien, pour que ça crée de nouvelles compétences, des nouvelles connaissances. Mais bon, quand on parle de jeux vidéo, Ça non, là, saute faut pas que pas. ça demande du temps, faut du divertissement direct. Bah, parce que c'est chiant quand ça Ah, met du temps à se mettre c'est en chiant les place. cinématiques, faut les passer. Moi, je veux juste jouer. Voilà. C'est vrai que je crois que j'ai entendu la même Ça. chose que toi, c'est marrant. Donc ça, j'en peux plus. Ouais. J'en peux plus, je voulais qu'on en parle un peu. Voilà. Pour qu'on rappelle le but du podcast. C'est vrai que c'est marrant parce que, alors, oui, en fait, c'est logique qu'on en parle au final parce qu'on en a parlé en off. C'est vrai que j'ai tiqué dessus, j'attendais qu'on revienne dessus tous les deux. Ah, je sais même pas quoi répondre parce que, en fait, pour moi, c'est clairement la vie de quelqu'un qui a pas vraiment joué au jeu au final et justement qui les a pris un peu au pied de la lettre, exactement comme ferait quelqu'un qui regarde des séries à la chaîne, des séries. Sans faire l'effort de s'investir parce que, en fait, parce que c'est tout simplement faux, du coup. C'est pas vrai. Genre, je sais pas comment dire ça, tout simplement. C'est tout simplement pas vrai. Donc, comment argumenter dessus? C'est difficile. En fait, je trouve que ça relance le tout premier épisode qu'on a fait. La fin de l'épisode où on parlait justement de la consommation du jeu vidéo, où là ça sous-entend quand même une pratique carrément toxique qu'il y a pu y avoir. Donc souvent sur des jeux multijoueurs, des MMO, ou en tout cas des trucs avec des gratifications différentes que tu aurais dans un jeu solo qui a une narration qui peut mettre du temps à s'installer, et avec des mécaniques qu'il faut appréhender, mais qui sont rarement compliquées. Surtout qu'on est plutôt dans la tendance à l'accessibilité dans les jeux. Ce qui est quand même surprenant, ce genre de remarque, hein, d'ailleurs. Ouais. Je Et dirais moi, qu'il y a un loupé, il y a un loupé dans ce qu'est un jeu vidéo, parce qu'en fait, c'est comme tout média. T'as des mécaniques d'addiction. En fait, quoi qu'il arrive, t'as des mécaniques d'addiction, parce que le but, c'est que tu restes jouer, que tu finisses ton jeu, que tu fasses ton 100%. Ce que nous, on essaye de cibler, c'est d'être exigeant sur les mécaniques que les jeux vous imposent pour vous faire rester. C'est de pas se faire avoir avec des lootbox, ne pas se faire avoir avec du contenu de bas niveau, mais que si vous restez à jouer et donc vous y dépensez du temps, ça vous apporte quelque chose d'un point de vue personnel. Que vous y ressentez des émotions, que vous en tirez des leçons, que vous en tirez des réflexions. Je reparle de cyberpunk, mais du coup ça aborde plein de sujets en fait. C'est quoi être un humain, le transhumanisme, qu'est-ce que ça représente de faire des modifications corporelles, etc. Sachant que c'est surtout une dystopie quand même comme univers. En fait, quand on joue à des jeux, le but, comme quand on lit des livres, comme quand on regarde un film, c'est d'en tirer quelque chose, même dans un divertissement. Et je trouve ça dommage de réduire le jeu à ça, et c'est souvent fait, et c'est bizarre parce que c'est le seul média où on se permet autant de lui mettre ça dans la gueule. Parce que pour le coup, le cinéma, on a les cinéphiles qui vont réussir à rendre ça un peu classieux, un peu... je fais de la gastronomie quand je parle de cinéma. T'as la même chose avec les bouquins, ça te donne un côté intellectuel. Par contre, les jeux vidéo, non, t'es forcément un gogol qui joue à League of Legends et qui passe 30 000 heures par semaine, par an à farm des lootbox et à acheter des passes de combat. C'est pas vrai en fait. Simplement pas vrai. Il y a plein d'autres jeux qui sont intéressants. Faut savoir les trouver et y jouer et se donner la chance d'accepter d'avoir des cinématiques et sans spam X parce que ça te saoule qu'on te raconte quelque chose. C'est dommage. Ouais, surtout que là, c'était clairement ce que j'avais entendu, c'était sur le cas de The Witcher 3. Faut quand même avoir un niveau de patience qui est sacrément faible pour te lasser dès les premières minutes de The Witcher 3 et pas oser passer à la suite parce que ça t'a l'air trop compliqué. Surtout que c'est pas compliqué du tout. C'est comme des jeux qui ont une première heure qui est plus complexe à te mettre dedans. C'est clair, puis surtout qu'en plus le jeu il est pas chiant parce que oui, les enduits et tout, c'est extrêmement mal introduit. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai fini le jeu, j'ai pas mis un seul enduit en fait. Les potions, je m'en foutais un peu, j'avais potions de soins. Et justement, parce que ça, je suis d'accord, c'est mal introduit. C'est chiant, t'as pas envie de jouer avec, et surtout, ça t'apporte pas tant que ça de choses pour combattre les monstres. Mais du coup, c'est pas grave, parce qu'en fait, tu peux faire le jeu sans. Ça te gêne même pas de pas les utiliser. Donc, Ouais, tout à fait. c'est même pas un argument. Pour le coup. Tout à fait. Et c'était le cas, l'argument aussi qu'il y a trop de cinématiques, que les gens savent plus narrer, enfin les studios n'arrivent plus à narrer maintenant des jeux sans mettre énormément de cinématiques qui sont un peu en longueur avec beaucoup de dialogue. Je peux être d'accord sur certains jeux. Il y a certaines productions qui mettent beaucoup de dialogue avec du chant contre chant qui ont un peu du mal à raconter quelque chose. Mais tu vois, si je prends encore le cas de The Witcher 3, tu démarres le jeu, tu joues presque tout de suite en fait. Enfin, t'es pas vraiment dans un open world, mais tu joues quasi tout de suite. Et t'as quand même t'as des cinématiques qui ont de la gueule, quoi. C'est pas des trucs qui te font perdre du temps, ça te narre correctement. Donc j'ai trouvé ça assez injuste de critiquer ce jeu-là
en particulier. Ouais, puis t'as une ambiance directe, t'as déjà la musique qui est incroyable. Ouais, attends, c'est quand même- on essaie Voilà, vraiment j'ai de trouvé te- ça dur. Attends, tu sais, j'ai Ouais. entendu ça, je fais bon, alors on peut ne... Chacun ses goûts et ses couleurs, tu vois. Il n'y a pas de souci, tu peux avoir des jeux qui te marquent plus que d'autres. Là, s'attaquer à lui, j'ai trouvé ça un peu rude. Quand même. Surtout si t'as pas passé la quête du griffon, quoi. C'est vraiment resté au début. Tu lui as pas donné sa chance, en fait, dès le Ouais, départ. tu lui as t'avais pas donné un a sa priori, chance. quoi. Là, c'est un peu... Je trouve ça un peu vil et je trouve ça un peu... C'est un peu de la fainéantise, quand même. Un peu de la fainéantise de... C'est trop facile. C'est qu'après, tu vas installer le jeu vidéo, tu dis que c'est un média qui sert à rien. Et que ça fait perdre du temps et qu'il faut absolument éviter ça et il faut faire autre chose à la place, genre lire des livres. Mais qu'en même temps, si c'est comme ça que tu le consommes, il va y avoir un problème. Ouais. Justement, on rentre un peu dedans. Je pense que The Witcher a des trucs à raconter. Et plein de jeux de ce genre. Encore une fois, c'est ce qu'on disait dans le premier épisode. Hein. Des jeux solo, des univers riches qui vont t'apporter énormément de choses. Tu parlais de Cyberpunk. Hein. On en reparlera prochainement, je pense, de Cyberpunk une fois que je l'aurai refait le jeu. Mais c'est des trucs tellement riches qui t'en mettent plein la gueule d'un coup. Si t'arrives même pas à passer les premières heures parce que y a un mec qui a dit une phrase de trop et t'as trouvé ça ennuyant, putain, c'est dommage quand même. Ouais. Je peux comprendre comme argument qu'il faut peut-être être plus exigeant avec ce média parce que pour le coup, un film, c'est 2 heures de moyenne. Si c'est nul, tu perds moins de temps qu'un jeu. Mais du coup, un jeu, le secret, c'est que tu l'arrêtes. Tu le finis pas. Voilà. Bon, après, tu peux dire, ouais, tu l'as payé. Bah, tu te débrouilles. C'est un autre sujet. Oh, putain, c'est très très intéressant ça. Faudrait qu'on en parle de ça. Est-ce Le que fait c'est de grave pas de pas finir finir ce jeu? Ouais. Alors, faut un épisode dédié parce qu'on va parler d'Elden Ring, je sens, ça va déraper. Donc, Ouais, c'est pas le maintenant. sujet de la journée. Ouais, je voulais Mais juste, ça pourrait. Non, mais ouais, c'est une bonne Je voulais juste introduction. raconter ça parce que ça m'a un peu énervé et que je voulais un peu rappeler justement le but de podcast de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut raconter et où on veut nuancer ce propos-là plutôt que d'aller dénigrer le jeu vidéo en permanence, d'essayer de trouver quelque chose de cool. Parce que je parlais de ça avec des collègues de travail. On est quand même dans une génération, en fait, on va tous se retrouver à l'EHPAD à faire des LAN ensemble. Hein. Donc, restez concentrés. Ouais. Si le aim est fébrile, ça va être compliqué sur B2. On verra rien, de toute façon, on aura des réflexes catastrophiques. T'imagines? Ouais, mais ça va être trop drôle. Ça sera T'imagines trop les drôle. groupes de PP là qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont pas. Tu sais, parce qu'il y en aura qui ont arrêté. Ils se sont dit non, vas-y, ça me fait perdre du temps les jeux et tout. Hop, retraite, plus rien à faire, mais que ça va forcément réapparaître. Sur toute la génération, là, la nôtre et quelque chose près, celle d'après. Ça va être marrant quand même. C'est marrant, ça va être une génération où les petits vieux, ils auront pas envie de sortir en fait. Ils seront trop concentrés en fait. Mais c'est clair. Ils vont revivre leur adolescence de gogol où ils faisaient rien que jouer comme des merdes. Ah, terrible. Ça va Ça se trouve, prendre ça va des être jeux l'essor des jeux horribles. compétitifs. On va s'enfoncer sur LoL et CS alors que les jeux n'existeront même plus, ça va être dingue. Ce qui m'explose de rire, c'est de me dire qu'il y aura peut-être des catégories de compétition exprès à 65 ans plus. T'imagines la gueule Les de- seniors en e-sport. Ah, ça serait trop marrant. C'est rigolo. Ça, non. Rien que sur le papier, c'est marrant. Bon, Et ouais, c'est important. C'est important de pas perdre l'essentiel de vue sur ce média incroyable qu'est le jeu vidéo. tout à fait. Mais là, on va parler de choses, de choses sérieuses. Pas de choses clivantes. sérieuses. Des choses clivantes. Un peu de politique, comme on avait noté à la base. C'est ça. Un peu de politique, un peu d'idéologie dans les jeux. Comment on mélange tout ça? Comment on va en parler? Je sais même pas trop. Si t'as Je pris sais des notes, pas, est-ce que moi tu veux j'ai une faire petite l'introduction? idée, ouais. J'aimerais bien tout d'abord pour engager le sujet, faire un rapide rappel de Ubisoft. C'est quoi Ubisoft? Comment on en est arrivé là? Ça peut être intéressant plutôt que de parler directement de la conséquence. Allez, vas-y, je te laisse, parlons de l'histoire et je des te laisse causes. faire l'introduction. T'as l'air d'avoir peaufiné ton sujet. Ouais, je me suis préparé un peu. Bon, c'est quand même pas violent. Normalement, tout le monde connaît Ubisoft. On est quand même sur un des studios les plus énormes dans le monde tout court. Avec les licences, probablement les licences les plus marquantes pour beaucoup d'entre nous, surtout sur notre génération. Donc Ubisoft, pour rappel, créateur des franchises mondialement connues comme Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Rainbow Six Siege, Anno, Just Dance, attention, quand même, hein, parce qu'on oublie toujours que Just Dance, c'est pas n'importe quoi chez Ubisoft, vu les ventes que ça doit faire. Présence de partout, ils sont en France, Canada, Chine, même Roumanie, j'ai découvert des choses. Intéressant. On les connaît à la base pour... peut-être que les gens n'ont pas connu, mais pour des gameplays et une créativité assez folle. C'est les licences d'Ubisoft, ça fait parmi les jeux les plus
plus marquants. Hein. Quand tu prends les premiers Assassin's Creed, on n'était pas prêt à l'époque. Premier Far Cry, pareil. Just Dance, à lui tout seul, c'est une exception qui a marqué des générations. Beaucoup d'innovations dans les jeux multi aussi. Même si c'est pas là qu'on pourrait les connaître, mais Rainbow Six Siege, moi, ni toi ni moi, nous sommes le public. Mais ça reste un jeu multi à énorme succès qui avait un concept un peu original qui sortait un peu de l'habituel anti-terreau de CS. Où là, tu avais une nouvelle dynamique qui jouait en plus avec le. C'est un espèce de semblant de hero shooter, mais avec des objectifs à la Counter-Strike. Bon, je peux citer aussi For Honor, moi que j'ai plus joué, qui est tout aussi original, même plus là pour le coup, parce que For Honor c'était quand même vraiment une exception. Je sais pas si t'as joué à For Honor, toi. J'ai peur de dire une connerie, c'est avec les chevaliers ou pas du tout? C'est Chevalier Samouraï Viking. Oui, c'est ça. Oui, j'ai testé. Mais à la sortie, je crois. Et j'ai joué genre 10 heures. J'ai pas joué beaucoup. Ouais. Ah oui, t'accroches ou pas. Hein. Moi j'ai joué pas mal, mais c'est un jeu avec un skill cap qui est super élevé. J'avais pas le courage d'aller trop loin. Et très vite, t'as des mecs trop forts en fait qui ont rempli le jeu. Un peu comme Chivalry. Donc si t'arrives pas, ouais c'est ça. Si t'arrives pas à t'investir, tu peux vite être dérouté par la difficulté du jeu. Mais c'était hyper innovant, tu vois. C'était hyper original comme concept. Le jeu était hyper smooth, les animations étaient trop stylées. Enfin, tu vois le jeu maintenant et tu te dis putain, on a perdu peut-être un truc quand même. Ça, on va y revenir après. Des petits chiffres, parce que c'est toujours sympa les petits chiffres. Ubisoft, c'est plus de 20 000 employés en 2023. Bon, il y en a beaucoup moins maintenant parce qu'il y a eu quelques problèmes, mais on va en reparler. Chiffre d'affaires en 2022-2023 de 1,8 milliard d'euros. Il faut savoir que c'était un chiffre d'affaires en baisse. Mais on est quand même sur des valeurs comme ça. Et une valorisation boursière qui est également en chute depuis 2018. Elle a été divisée par 3 ou 4 depuis le pic de 2018. Donc c'était à son prime. Et du coup, on arrive au déclin d'Ubisoft et comment on en est arrivé à ce qu'on veut parler aujourd'hui. Je sais pas comment je vais engager ça. Déjà, je pense qu'on peut parler des premiers scandales. Il y a d'abord les problèmes internes. Scandale de 2020 avec les accusations de harcèlement sexuel, les grosses toxicités managériales. Avec du coup, il y a eu il y a eu des gros départs là, de cadres historiques de la boîte qui sont partis suite à ces accusations. Ouais. Il y a commencé à avoir forcément des projets qui ont dû partir un peu en cacahuètes à ce moment-là. Donc on a commencé à avoir pas mal de projets bizarres. Donc, pour ceux qui ont joué ou pas, mais il y a Skull and Bones qui a été reculé un nombre incalculable de fois. On a juste des petits témoignages internes, mais a priori le développement était une catastrophe. Genre, il y a eu je sais pas combien de changements de direction, les mecs savaient pas du tout quoi faire. Genre les développeurs, ils arrivaient le matin au travail, peut-être que le projet avait changé de direction, tu vois. Ouais, il y avait des allers-retours assez importants. Ouais. Je crois qu'à l'origine, ça devait être un jeu solo avec un peu de mécanique multijoueur. Finalement, c'est devenu un jeu complètement multijoueur. Enfin, c'est plein de trucs. Je pense que ça a dû être un peu chaotique. Du coup, il a été repoussé je sais pas combien de fois. On pensait qu'il avait même jamais sorti. Comme par exemple Beyond Good and Evil 2. Je sais pas si ça sortira un jour. Probablement pas. Et puis il y avait l'histoire du remake Prince of Persia qui était en attente pendant des années pour finalement que ce soit peut-être le Prince of Persia 2D qu'on a eu. Qui n'a pas satisfait tout le monde malgré que ce soit un jeu correct. Même plutôt bon d'ailleurs pour le genre que c'est. Mais je suis pas le public. Je pense que toi non plus, sinon tu en aurais parlé je pense. Donc ça forcément ça a amené des mauvaises ambiances quand même dans la boîte. On commençait à sentir un peu le roussi chez Ubisoft. Et de manière générale, je pense que... Alors c'est peut-être encore un... Ça, c'est comme on en a parlé dans un des épisodes. Est-ce que c'est un ressenti qu'on a, nous, en tant que niche, parce que nous sommes une niche, a priori, ou c'est un ressenti global des jeux qui se ressemblent? On a l'impression que c'est le même game design qui a été employé d'une licence à l'autre, que ce soit Far Cry, Watch Dogs ou Assassin's Creed. On a toujours l'impression de jouer au même jeu, en fait. Tout se ressemble, en fait. Quand tu joues à Ubisoft, tu joues vraiment qu'à Ubisoft. Tu peux pas passer d'un Far Cry à un Assassin's Creed. D'affilée comme ça, t'as quand même l'impression de jouer au même jeu. Donc t'as une lourdeur qui est ressentie. Et je pense que ça a marqué pas mal et les gens commencent à être un peu essoufflés. Je pense qu'Ubisoft, c'était celui qui était pointé du doigt sur l'essoufflement des jeux AAA actuellement. Et puis en tout dernier, il y a tout aussi vraiment le vrai manque de clarté stratégique de la boîte. En fait, on sait pas où ils veulent aller. On dirait qu'ils ont une espèce de design system sur la manière dont faire des jeux, produire leurs jeux et comment les sortir, sans prendre absolument aucun risque, en restant sur les mêmes codes depuis toujours. Et puis des fois, ils nous lâchent des petites folies. Tu sais. Il y avait eu le truc des NFT, je sais pas si tu te rappelles. Si,
Bah, si. Tu vois, on comprend pas. On se dit, mais attends, mais est-ce qu'ils sont connectés avec leurs joueurs? Est-ce qu'ils ont des retours de leurs joueurs? En fait, c'est bizarre de prendre de se doser des décisions comme ça. Et donc on y arrive là sur la dernière année avec des licences qui commencent à bider. Le Prince of Persia, je pense pas qu'il ait fait des ventes très satisfaisantes. On a eu le Star Wars Outlaws qui, malgré une grosse licence, a pas eu du tout le succès escompté. Et là, du coup, dernièrement, c'était Assassin's Creed Shadow qui devait sauver l'entreprise. Tout le monde l'attendait quand même fort parce que ça devait être vraiment... C'est la licence emblématique du studio sur une thématique extrêmement attendue. Donc malgré les polémiques sur le personnage de couleur, je pense que les gens attendaient quand même la sortie du jeu. Tu vois, moi, je suis quand même curieux. Le Japon, c'est un fantasme des genres d'AC depuis longtemps. Hein. Ouais. Très très longtemps. Ah oui, c'est sûr. Je pense que c'était la période la plus attendue dans la Creed. Ouais, clairement. Donc malgré qu'il y ait quelques critiques, les gens ont l'air de quand même... Enfin, le jeu a l'air d'être bien reçu, bien perçu quand même. Mais est-ce que c'est vraiment celui-là qui sauvera le studio ou pas? A priori, c'est pas la stratégie de futur. Donc c'est ce qu'on va pouvoir parler avec l'arrivée de Tencent. Voilà mon gros résumé sur Ubisoft. Bon. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, je pense que ouais, mais on va sans doute reparler un peu de toute l'historique au fur et à mesure du podcast. On va faire des échos. Tout à fait. Je dirais, pour parler vraiment, je pense qu'on va commencer par l'actualité, puis après, à mon avis, ce sera plus logique de remonter vers les sources du problème. Voilà. Je les ai juste listés en gros et on va pouvoir les repinguer. Exactement. C'est ça. Bah ouais, l'arrivée de Tencent chez Ubisoft. Alors effectivement, de ce que j'ai vu, c'est pas un rachat. Je sais pas si t'as envie de le faire. J'avais regardé un peu comment Ubisoft est découpé depuis que Tencent est arrivé dans cette logique de travail-là. Globalement, ils ont des parts sur un peu pas mal de petits sous-groupes. Parce qu'une grande entreprise, que ce soit jeux vidéo ou autre, en général, c'est plein de sous-groupes à l'intérieur d'elle-même. T'as des filiales, t'as des groupes qui ont Ubisoft-je sais pas quoi. Enfin, t'as plein de petits-enfants. Et globalement, Tencent est actionnaire majoritaire sur aucune de ces structures. Ce qui fait que non, ils n'ont pas racheté Ubisoft, ils en sont propriétaires en partie seulement. Ubisoft reste maître de ses actions et de ses décisions. Bah, alors j'ai tout le détail si tu veux sur vraiment si tu veux citer un peu quelques chiffres du découpage, ça intéressera quelques-uns. Moi j'avoue, j'ai vu ça, c'est pas là-dessus que je veux me concentrer, mais vas-y, je me dis ça peut intéresser des gens quand même. Ouais, c'est juste la démarche de qu'est-ce qui s'est passé. Donc effectivement Tencent, je pense qu'il y a pas mal de personnes, en tout cas qui s'intéressent au monde du jeu vidéo, qui doivent connaître qui sont ces gens. C'est une grosse entreprise chinoise qui est implémentée dans le jeu vidéo depuis pas mal de temps maintenant. C'était beaucoup dans le jeu mobile à la base, mais en fait petit à petit ils sont arrivés sur pas mal le marché occidental et sur les grandes entreprises. Donc ils ont des parts dans pas mal d'entreprises connues. Donc ça peut être Ubisoft, ça peut être Riot Games, ça peut être probablement plein d'autres que je ne sais plus, Epic Games. Et là donc du coup qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'annonce il y a quelques temps, création d'une nouvelle filiale chez Ubisoft qui sera dédiée aux grosses licences du studio. Donc Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Donc le but c'est de concentrer les efforts sur ces franchises-là, parce que c'est leur franchise qui fonctionne, et d'aller cibler une approche... en fait c'est des jeux-services, mais c'est pas le terme qu'ils ont employé, mais en gros c'est des jeux-services durables et rentables que tu peux amener sur le long terme. Donc pour moi c'est déjà ce qu'ils faisaient et ça bidait, mais bon a priori c'est la stratégie, mais ça on va en parler. Et du coup, donc Tencent joue là-dedans en s'accaparant 25% de cette nouvelle filiale. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais vu. En fait, c'est là où ça devient un acteur majeur sans prendre le contrôle. Mais c'est que du coup, ils sont quand même très très importants dans la démarche. Je crois que l'idée, c'est plutôt une vision stratégique en fait, qui est d'aider la boîte à se remettre sur pattes en injectant, je crois qu'on parle en milliards, hein, c'est quand même beaucoup d'argent. Ouais, c'est 1,16 milliard, donc c'est plus que le chiffre d'affaires global d'Ubisoft en 2023. C'est énorme, c'est de lui permettre à la boîte de se remettre sur pattes et potentiellement d'être mis dans les premiers en cas de rachat le jour où ils voudront vendre les clés en fait, tout simplement. Donner les clés. Je pense que c'est ça, mais d'ailleurs c'est les questions un peu que j'ai notées, c'est selon toi, mon cher Roméo, que veut faire Tencent? C'est quoi leur objectif? C'est quoi les enjeux de chacun des partis? Qui veut faire quoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vois, toi? Juste comme ça. Bah, je dirais que clairement que ok aujourd'hui on va pas parler de rachat parce que c'est pas le cas, mais c'est ce qui va arriver. C'est clairement la volonté. Et après, tant que c'est pas fait, il peut se passer plein de choses. En tout cas, Tencent c'est très bien placé pour acheter Ubisoft un jour.
Je pense que le vrai changement qu'il va y avoir actuellement, c'est qu'ils injectent de l'argent. Ils n'ont pas de pouvoir dans les décisions majeures. En tout cas, ils auront sans doute un gros pôle capital conseil auprès d'Ubisoft et de ses responsables. Et je pense qu'ils vont changer pas mal de choses sur la façon dont les jeux vont être faits. Après ça, on n'aura jamais de preuves parce que ça va se faire en backstage. Ça m'étonnerait qu'ils aient non plus aucune influence. C'est trop facile de juste donner de l'argent et en espérant un jour pouvoir racheter et d'être dans les premiers étudiés. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Globalement, pour moi, le problème d'Ubisoft, c'est clairement un problème de décisionnaires qui ont pris la boîte comme une vache à lait et ont fait n'importe quoi. Avec le jeu, là, avec les NFT, c'est le meilleur exemple. Mais putain, ça se voit en fait que là, du coup, en haut, il y a des gens, ils ont pas forcément d'âme et ils comprennent rien à ce monde-là. Et ils essayent de voir les trucs qui sont à la mode et de le faire une conversion en mode jeu vidéo, quoi. Je pense que le petit Guillemot, il a dû perdre son amour pour le jeu, quoi. Ah, mais ça, lui, c'est clair et net. Ouais. C'est clair et net, ouais. Lui, je pense. Les frères, même, hein, les deux sont dans la boîte, je crois, encore. On est d'accord. Les Guillemots, je crois qu'ils sont 3 à la base, si je ne dis pas de bêtises, mais après, je connais plus leur histoire. Je pense qu'ils étaient 2, mais peut-être. Et si je dis pas de conneries, je crois qu'ils. Je dis peut-être une connerie, mais je crois qu'ils viennent même de notre ville natale. C'est ça, c'est pas rigolo. Oh là, le mec lâche des avos perso. Ouais. On en parlera après, mais j'ai une histoire à ce sujet. Et désolé, je la raconterai pas dans le podcast. Ils sont même 4. Ils sont 4, putain la vache. 5. Ça suffit. C'est Yves, Claude, Michel, Gérard et Christian. Putain, sacrée bande. Enfin, je sais pas qui est encore là-dedans. Et voilà, des prises de décision désastreuses qui se répercutent au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des jeux, jusqu'au moment où se mêlent des questions idéologiques dans les jeux. Je sais pas si tu avais autre chose à parler, mais moi c'était vraiment là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui. Bon, ça peut être un pan, effectivement. Je l'avais pas forcément noté, mais c'est forcément amené ça. C'est inévitable, hein, je pense. Ouais, je pense que ça ne peut qu'arriver parce que ça a clairement été les débats qu'il y a eu dernièrement sur les réseaux sur le sujet du rachat. C'est qu'il y a des gens qui défendaient Ubisoft. T'as des gens qui étaient en mode c'est bien fait Ubisoft. Donc l'idée c'est de parler de ça, voir quel impact ça a, comment ça a été retranscrit dans les jeux. Et est-ce que c'est fondamentalement quelque chose qui en fait des mauvais jeux en fait. Parce que pour moi, c'est un peu un faux sujet parce que tout est politique, tout ce que tu fais. Tu peux pas écrire même un divertissement sans y aborder une opinion, sans y aborder une version de quelque chose qui est retranscrit en fait par celui qui écrit l'histoire ou qui fait le média. Donc je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que pour toi, avoir de l'idéologie, quelle qu'elle soit, peu importe le camp dans lequel t'es, et c'est une variable qui fait que le jeu sera forcément mauvais si c'est trop parti pris? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'en fait, qu'importe. Je pense qu'il y a toujours des créatifs dans les énormes studios qui veulent faire des choses bien, qui veulent faire des choses grandioses, qui veulent marquer un peu de leur empreinte et qui veulent être fiers en fait de leur travail. Donc je pense que qu'importe l'idéologie, dans le but final, c'est d'arriver à quelque chose qui est correct. Tu peux faire passer, comme tu dis, tout est politique, donc tu vas vouloir faire passer tes idéologies dans tes jeux. Il faut pas que ce soit grossier. Tu vois, on a eu sur les quelques derniers jeux des tendances d'idéologie plus progressistes. Si je prends sur Avowed ou Dragon Age. Ouais, j'étais sûr qu'il allait dire ça. Et en fait, c'est dommage quand ça manque un peu de subtilité et que ça vient juste noircir le tableau en s'appliquant comme ça, tu vois. Tiens, au fait, on pense comme ça. Ah, c'est dommage, ça se voit là que vous essayez de faire passer un message. Il faut essayer de faire passer le message de manière plus subtile. Si tu as quelque chose à faire passer, ça te tient à cœur, je pense que tu peux réussir à le faire rentrer sans que ce soit trop violent. Et on en a vu des choses qu'on réussit sans aucun problème. Tu vois, si on prend typiquement sur la notion du genre ou la sexualité, tu vois, je trouve que par exemple The Veilguard, de ce que j'avais vu, c'était bien raté parce que ça faisait vraiment très très grossier et très comment on dit pas réaliste en fait. Alors justement, c'est pas réaliste, mais c'est le mot que je cherchais. C'est que tu sais, quand t'es quelque chose qui n'a rien à voir avec l'époque dans laquelle ça se situe. Ah, je vois exactement ce que tu veux dire. Je trouve pas le mot non plus. Ah mince, c'était. Oui. Bah voilà. Oui, c'est comme si tu voyais des frigos dans un monde d'Heroic Fantasy, tu comprends. Voilà, mais là c'est un peu ça. Même si c'est un monde d'Heroic Fantasy et que du coup on peut se dire, mais c'est Heroic Fantasy, on peut amener tout ce qu'on veut, ça casse un peu le truc parce que c'est pas ce ton-là que tu t'attends. Là on est en train de sauver le monde, il y a des méchants et tout, c'est un peu dommage. Alors que si je vois d'autres œuvres, alors là dans le jeu vidéo, j'ai pas d'exemple qui me viennent tout de suite, mais si je prends par exemple la série The Walking Dead ou la série Arcane, qui ont mis en avant des personnages homosexuels
Dans d'ailleurs des épisodes, Walking Dead, c'est carrément un épisode complet. Et en fait, on s'en fout complètement. C'est juste bien intégré, ça marche bien, c'est bien mis en scène, et du coup, ça dérange personne. Bon, à part les quelques extrémistes qui ont absolument... Tu confonds pas avec The Last of Us? The Last of Us, pardon, pas du tout. Ok, j'ai eu un doute, mais oui, je vois très bien. C'était des zombies, c'est le truc qui arrivait tout de suite. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, je sais plus ce que je veux dire. Et si, oui, c'est ça, que ce soit pas grossier, que tu arrives à intégrer ça de manière totalement subtile, bien fait, réaliste, c'est cohérent, ça rentre dedans, tu acceptes ça, et tu peux faire accepter ça du coup à des gens à un plus grand nombre de personnes. Parce qu'en fait, si tu amènes un sujet qui peut être clivant, qui peut brusquer ça, non, c'est pas brusquer, c'est plutôt qui peut bloquer certaines personnes, tu vois. Tout de suite, ils vont se braquer, ils vont faire voilà, qu'est-ce qu'il me raconte, ça m'intéresse pas. Si tu arrives à l'amener subtilement, la personne ne va même pas se poser la question. Elle va juste prendre ça comme c'est normal, et vu que ça va être compté comme normal, hop, ça va passer plus facilement, et ça va normaliser un sujet que tu aimerais bien aborder. Et on prend le cas de Veilguard, c'était un petit peu violent. Et Ubisoft, on les critique beaucoup là-dessus, et je crois pas que ce soit les plus choquants. Mais ça, non, clairement c'est peut-être ça qu'on va pouvoir parler. Et en fait, tu sens que... Ouais, exactement. Mais en fait, tu sens que dans ces jeux-là, tu sens clairement qu'il y a quelqu'un en haut qui a dit attention, c'est à la mode d'avoir cette opinion-là. Faut absolument que ce soit ça dégouline de ça dans le jeu, en fait. Comme ça, le jeu, il a une bonne image et il est vendu. Mais je dirais que le problème, c'est qu'en fait, peu importe ce qu'on pense de ces sujets-là, ce qui fait que la pilule passe ou pas, c'est effectivement à quel point c'est bien intégré parce que c'est réaliste. Par exemple, sans prendre un exemple précis, en fait, disons que si un personnage dans un jeu a une opinion sur quelque chose et que en fait c'est bien introduit, tu vas pas tiquer dessus parce qu'en fait tu vas associer cette opinion-là au personnage et non au jeu, ce qui est très différent. Ce qui veut dire que l'immersion est réussie. C'est qu'effectivement, un jeu réussi dans un univers donné, t'as plusieurs personnages qui auront des opinions diverses et variées sur plein de situations différentes qui font qu'il y aura des conflits ou des péripéties qui t'arriveront à toi en tant que héros, donc en tant que joueur. Et si tout le jeu est lissé sur une même opinion, ce n'est pas réaliste. L'immersion est ratée et ça va se sentir en fait. Tu vas le sentir dès le départ, ça va te gêner. En tant que joueur, tu vas te trouver ça bizarre. Et moi, j'ai des exemples de jeux quand même où ça a été bien intégré. Alors, c'est à demi-mot, mais tu vois, tu peux juste Baldur's Gate en fait. Tu peux le prendre comme exemple. C'est hyper inclusif comme jeu. C'est très inclusif. Pourtant, le jeu, c'est un des meilleurs jeux qui a jamais été sorti, je pense, d'un point de vue RPG. Que t'aimes les clickers, putain, j'ai oublié le nom du genre, mais les clics où tu cliques là, pour te déplacer, qui peut en rebuter plus d'un. Comme quoi, c'est pas ça le problème des derniers jeux qu'on attaque parce qu'ils ont des idéologies très marquées. C'est pas ça le cœur du problème, je pense. C'est pas le fait d'avoir une opinion sur un sujet. C'est la façon dans laquelle ça a été mené. Ouais. Et Ubisoft dans tout ça, c'est vrai que ils ont été pointés du doigt, surtout sur Assassin's Creed Shadow récemment, sur lequel on va revenir juste après. Mais c'est vrai qu'historiquement, c'était déjà comme ça. Si tu prends la licence Assassin's Creed particulièrement, depuis Odyssey, je dirais, déjà depuis Odyssey, t'as le choix où tu peux jouer un homme ou une femme. Tu vois, ils ont voulu essayer de rendre égalitaire le choix du personnage, tout le monde au même niveau, et du coup, c'est à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir une certaine perte dans la narration, parce que tu peux pas plaire à tout le monde avec un personnage qui va être générique et qui a pas de sexe prédéfini. Ouais. Ah, ça m'a gêné direct. Et on l'a vu de toute façon, que ça appauvrit la narration tout de suite, parce que du coup, fallait qu'un personnage puisse être deux personnages en fait, donc ça marche pas trop. Et du coup, pareil, dans les relations amoureuses et tout ça, tu pouvais coucher avec tous les personnages que tu voyais dans Odyssey. Est-ce que, en fait, c'était quand j'ai joué au jeu, genre ça m'a même pas fait tiquer. J'ai joué comme ça, et en fait, vu que le jeu avait ce ton-là de, de toute façon, la narration, ce sera pas le sujet du jeu. C'est pas grave, en fait, tu t'en fous, tu te prends un peu au jeu, c'est un peu rigolo. Tu vas faire l'amour avec des chèvres et je sais plus comment il s'appelle là, le personnage un peu rigolo là. Mais c'est pas grave parce que tu t'y prêtes au jeu. Mais je pense que c'était déjà dans la dynamique idéologique de vouloir faire passer ces messages là. Mais là c'était un peu raté, mais en fait c'était raté, mais c'était pas grave parce que la narration de base n'était pas importante dans le jeu. Alors c'est peut-être une catastrophe ce que je dis parce que ça se trouve ils ont voulu faire quelque chose de bien, mais en tout cas c'est pas le message qu'on en a eu quand on joue au jeu. Je crois que il y avait pas un personnage canon quand même dans les derniers Assassin's Creed. En mode il y en a un, c'est celui en fait qu'il ils faudrait disent prendre, toujours qu'il y a un personnage canon après coup, mais du coup c'est bizarre. Ouais. Dans il me semble que dans Odyssey c'était la nana. Dans Valhalla je crois aussi que c'était pareil. Mais dans Valhalla, c'était un peu plus amené parce que tu jouais en réalité. Je sais pas si je peux spoiler. Oui, c'est je bon. peux spoiler, tu penses? Oui. Ouais. Le jeu, il est sorti en théorie, c'est censé être la nana parce que c'est la nana que tu joues en tant que humaine et c'est le mec que tu joues en tant que Odin quand tu es dans le monde mythologique. Ouais. Et du coup, ça rendait le truc RP parce que moi, t'avais la double facette qui jouait et c'était correct.
Et là, et tu vois, dans Mirage, là, le dernier qu'il y a eu avant Shadow, t'avais un personnage qui était donné, qui était Basim. Tu le mettais directement, et bah tout de suite, la narration elle prend une nouvelle ampleur, parce que le personnage, il a une consistance. Donc ça jouait quand même pas mal. C'était un petit peu dommage ce qu'ils ont voulu faire. Je pense pas qu'ils vont le... Bah, tu vois, là, ils ont voulu le reproduire de manière différente dans Shadow, en ayant toujours la dualité, mais cette fois dans deux personnages distincts. Donc ça veut dire que tu peux commencer à faire une narration qui s'y prête bien. Au moins, t'as toujours la dualité homme-femme, donc chacun peut trouver son personnage favori là-dedans. Mais du coup, tu peux créer une vraie dynamique, une vraie histoire, un vrai lore dans chacun des personnages et continuer là-dessus. Après, à Est-ce voir que si tu c'est bien penses- recentré ou pas. Voilà, du coup, j'avais une question que j'allais te poser avant que tu parles de Shadow, donc, mais je pense que ça s'applique quand même. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée quand même de poursuivre le délire d'avoir deux personnages et il devrait pas plutôt assumer le fait d'en choisir un, peu importe le sexe, on s'en fout, et de construire une histoire dessus? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Alors, on voit bien que... Je pense, on peut parler de Shadow clairement. Shadow, ça se voit qu'il y a eu un choix. Là, c'est idéologique. Après que ça pose problème ou pas aux gens, ça a été idéologique. On a un personnage de couleur, on a une femme. On se doute bien que là, c'est pas pour rien qu'ils ont essayé de faire ça. Ça peut bien se passer si la narration est quand même complète, bien écrite, et que chacun des personnages est bien amené et dense et riche. Et que tu peux te plaire dans l'un des deux. Au moins, s'il y en a un de raté, tu peux te dire, vas-y, au moins, j'aime bien l'autre. Après, est-ce que du coup, ils se mettent pas des bâtons dans les roues à vouloir à tout prix cocher leur petite case d'inclusivité et quand même essayer de faire un bon jeu là-dedans en ayant coché toutes leurs cases? C'est un défi, hein, mine de rien. C'est un défi d'essayer de faire une histoire qui s'y prête bien, en vouloir faire passer une idéologie et des messages que tu veux faire passer, et que le jeu soit quand même bon. Et que la narration plaise quand même au maximum de personnes. Parce que le but, c'est ça, c'est de plaire à un maximum de personnes. Je pense qu'ils se mettent en difficulté. Je pense que c'est un choix un peu osé. Tu vois, dans Star Wars Outlaws, ils ont voulu juste mettre une femme directement. Au moins, elle était incarnée, elle avait une personnalité. Il y a des gens qui l'ont trouvé hyper fade, il y en a d'autres qui l'ont trouvé génial. J'ai pas joué au jeu, donc je donnerai pas mon avis. Mais ça peut marcher. En fait, tu peux aller chercher totalement des personnages féminins qui marchent très très bien. Jouer avec les deux comme ils font, je pense qu'ils se mettent en risque. Ah, je pense T'en que penses c'est quoi, une toi? décision qui est pas prise pour les bonnes raisons. C'est que Oui. c'est pas une décision. En fait, c'est même pas une décision prise à risque, en mode ils veulent pousser un concept. C'est plutôt une décision de ok, pour être safe, on fait ça en fait. Et du coup, c'est quelque chose qui me gêne, moi, personnellement. Je pense qu'il devrait plutôt assumer un parti pris, quel qu'il soit, et le pousser jusqu'au bout. Et ça va de pair avec les mauvaises autres décisions qu'ils ont pu prendre au final. Ouais. Oui, de toute façon, on voit bien que c'est que c'est un ensemble. Mais tu. Oh, attends, j'avais une question qui m'a sauté. Merde. Ah. C'est sur le fait sur. Oh bah non, mince, ça me reviendra pas. Mince. Et bah, c'est pas grave, je t'en pose une autre, ça reviendra peut-être avec celle-là. Est-ce que, en général, dans les jeux, tu prends plutôt un mec, toi, quand tu as le choix? Tu prends un truc qui te ressemble? Quand j'ai le choix, je pense que je prends le mec, ouais, la plupart du temps. Et pareil, quand tu pimes ton perso, t'as tendance à faire un perso qui te ressemble aussi? T'essayes de te faire tout, en fait. Ça dépend des jeux. Je crois que Monster Hunter, c'est ce que Monster t'as Hunter, essayé je de me faire. suis totalement fait moi, mais en fait, c'est Johnny Depp, donc pas de chance. Ça, c'est trop marrant. Mais Ouais, non, ça dépend. Tu vois, Cyberpunk, par exemple, si on peut le citer, vu qu'on en a parlé tout à l'heure, mon personnage avait rien à voir avec moi. c'est un mec quand même, par contre. Il était extrêmement efféminé. Ok. J'avais trouvé Moi, ça c'est- marrant, le fait que du coup, t'es dans un univers qui a des codes extrêmement différents. Du coup, tu peux aller chercher la créativité un peu plus loin. Ouais, puis ça rentre bien dans le décor, vu que Ouais, c'est l'univers aussi s'y trop prête bien. totalement. Exactement. Ouais. Étant donné que le transhumanisme est poussé à un niveau extrême dans ce lore-là. Mm. Mais ok, pour revenir à ce sujet-là, est-ce que une licence qui te tient à cœur, si on t'impose une meuf, ça te dérangerait pas du coup? C'est ça, c'est la question que je voulais. Absolument que je pas. voulais. Maintenant, tu vois, on en a déjà parlé, je crois, dans les jeux qu'on attendait, mais Ghost of Yotei, c'est une femme, et mec, j'ai trop hâte d'y jouer. Hein. Oui, c'est ça. Mais là, pour le coup, peut-être que c'est. Je m'en rends pas compte. Est-ce que. Parce que la décision a été prise pour des bonnes ou des mauvaises raisons, elle a été prise suite à des analyses, des questions et le jeu, et surtout sur le constat que le jeu vidéo, quoi qu'on en dise, et franchement, c'est le seul chiffre qui allait contre ce fait-là. Je suis très curieux. J'ai jamais fait l'effort. Peut-être que je devrais. Pour moi, c'est majoritairement un média à destination masculin, même si ça change probablement au fur et à mesure des années parce que ça se démocratise. Donc, est-ce que tu penses qu'on est une niche à se dire qu'on s'en fout? Parce que moi, pareil, en vrai, je pense que par défaut, je prends un mec. Ça me paraît logique.
Et si j'attends un jeu et que je dois jouer une nana, je m'en fous en fait, ça me dérangera pas plus que ça. C'est juste que si j'ai le choix, je pense que je prends un truc qui me ressemble plus. Par contre, le fait de pas l'avoir, ça me posera pas plus de problèmes que ça. Et ça se trouve, c'est pas le cas de la plupart des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui boycotteraient un jeu sans parler d'idéologie pour la pure et simple raison qu'ils peuvent pas incarner un mec ou une femme, enfin quelqu'un de leur sexe quoi. Bah, en fait, tu vois, je pense que t'as. Parce que tu vois, là, il y a des mecs qui vont pas acheter Assassin's Creed Shadow parce qu'il y a Yasuke, tu vois. Déjà, ça leur fait. Donc, au-delà du délire homme-femme, t'as carrément des mecs par idéologie qui se refusent le jeu. Pour le coup, c'est un peu différent. Non, ça me va pas, tu vois. Tu penses? Je pense que l'argument principal de la plupart des gens qui ne veulent pas l'acheter, c'est plus une question de cohérence. C'est pas le personnage en lui-même le problème. Ouais. Oui, c'est parce que là, ça dérange parce que c'est. En fait, c'est la première fois qu'ils font ça en plus. C'est pour ça que je pense que ça fait autant jaser. C'est qu'ils ont toujours voulu être inclusifs, mais ils ont toujours pris. Parce que Assassin's Creed, c'est reconnu pour les univers retranscrits à chaque époque à laquelle ils le font, qui est toujours assez marquant. Et c'est toujours un personnage natif de là où l'histoire se passe. Ça a toujours été comme ça. Et ça n'a jamais posé de problème jusqu'à présent, du coup. Du coup, tout le monde s'en foutait. Qu'importe qui tu joues à n'importe quel endroit, t'étais content de ce que tu jouais. Tu vois, il y avait même un. Parce qu'en fait, il y a des personnages. En plus, t'avais déjà dans Assassin's Creed Black Flag, il y avait un. Bon, c'était un DLC, malheureusement, mais t'avais le personnage dont j'ai perdu le nom, qui était ton quartier maître, qui est un esclave que tu libères et qui a son DLC à lui où tu vas libérer d'autres esclaves en tant que capitaine noir, du coup. Et là, ça s'y prêtait. Parce que t'es dans les Caraïbes, tout le monde... Mais je pense que personne s'est posé la question. Tout le monde l'a juste trouvé stylé et voilà. Mais oui, je pense que la plupart du temps, les gens s'arrêtent même pas dessus, en fait. Les gens s'arrêtent pas là-dessus. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que tu vois, tu prends Mirage, si Bassim, il n'avait pas été maghrébin, il y aurait eu un problème, je pense. De la même manière. Oui, oui, c'est sûr. Et personne n'aurait. En fait, c'est ça, ça aurait trop dérangé. Tu vois, quand ça s'est passé en France, si on avait eu un autre personnage qui aurait été extérieur à la France, on aurait été un peu déçus, tu vois. On aurait fait bizarre. Ah bon bah tant pis. Bon bah tant pis. Là, après, moi, si on passe vraiment de Shadow, moi, personnellement, je pense que je m'en fous complètement. Je comprends la polémique. Je pense que d'ailleurs, c'est même les principaux intéressés qui sont le plus frustrés. Je parle du peuple japonais. Ouais. Faudrait aller voir, mais je pense qu'ils sont pas hyper contents. Parce que je pense que du coup, c'est dommage quand tu prends un truc de ta propre histoire et que tu vas prendre une exception qu'il y a eu et qui est peut-être même d'ailleurs une légende dans l'histoire pour en faire un jeu. C'est un petit peu dommage. De toute façon, moi, j'ai pas encore joué à Assassin's Creed Shadow, donc je donnerai pas mon avis. J'y jouerai. Je pense que toi, tu n'avais pas forcément envie d'y jouer, mais de base, parce que c'est pas tes jeux. C'est pas des jeux que t'aimes bien. Moi, je suis extrêmement fan de la licence Assassin's Creed. Je les ai tous faits, même les derniers qui peuvent rebuter pas mal de monde. J'ai bien aimé Mirage, moi. J'ai trouvé ça assez rafraîchissant. Donc Shadow, je suis quand même curieux de voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour essayer de relancer comme ils pouvaient leur studio. Tu vois, en fait, moi, c'est là où je veux en venir. C'est que le problème idéologique, c'est ce qu'on parle maintenant sur Ubisoft, mais pour moi, c'est vraiment pas le problème du studio. Loin de là. C'est pas ce qui met en péril le studio actuellement. Toujours pas. Parce que je pense que la majorité des gens s'en foutent. Pour être vraiment honnête. On entend ceux qui font du bruit. Mais encore une fois, tu vois, comme on en a parlé dans l'autre podcast, la plupart des joueurs, ils parlent pas. Ils jouent sur leur écran plat, ils sont contents, ils sont détente. Tu vois, ils vont être au Japon, ils vont jouer le... Je sais pas en vrai. Hein. Là, pour le coup, franchement, c'est un peu difficile parce que je trouve que c'est des sujets où tout le monde s'en foutait il y a quelques années. Et pour le coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est dans le commun des mortels de les avoir. Ouais, tu penses? Ouais, je pense que c'est un peu différent. Je pense qu'au moins, ça te traverse l'esprit, tu te poses la question quand même. Même quand t'as un joueur casu qui t'achète ton Assassin's Creed à chaque fois qu'il y en a un nouveau. Je pense qu'il y a des mecs qui lancent le jeu, tu vois, ils sont pas trop fait gaffe, ils ont même pas entendu parler de la polémique. Ils arrivent dans Assassin's Creed et ils tombent sur Yasuke, ils font oh ah bah non, j'ai pas envie. Non, je pense que c'est même non, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, je pense que c'est même avant ce process-là parce que quand tu joues à des jeux, t'es probablement assez jeune, surtout quand tu joues à des licences comme Assassin's Creed, on n'est pas en train de parler du premier Fallout là, je sais pas si tu vois la gueule du jeu qui était un clicker aussi par exemple, tu vois. Clicker, si tu veux parler de CRPG, c'est ça ouais, c'est ça. T'es un jeune, voilà, je dis le mot, t'es jeune. Si t'es jeune, t'es sur les réseaux et ça m'étonnerait que tu sois passé à côté du problème, du drama qu'il y a eu avec Ubisoft. De près ou de loin, tu vois. T'as forcément été un peu sensibilisé à ce sujet-là. Je pense que ça touche un peu tout le monde en vrai. Je pense que les vrais joueurs casus à l'ancienne, effectivement, eux ils s'en foutent. Je pense aux darons qui lancent Call of Duty sur leur play là et après leur journée de travail. Ouais. Mais c'est moins le cas des gens qui jouent à ces jeux-là. Je pense quand même que tout le monde a été. Enfin, une bonne partie des joueurs sont au courant de cette histoire.
Après là, c'est vraiment un ressenti. Comment moi je vois le truc. Pour en avoir Ouais, mais tu parlé vois, là, autour le de jeu, moi. il a marché. Globalement, les retours sont bons. Et tu vois, la polémique, on n'entend déjà plus parler. Après, on n'entend plus parler du jeu aussi, c'est ça que tu peux me dire. Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ça aussi, on entend plus parler du jeu aussi, ce qui est pas Ouais, mais forcément ça, bon signe. c'est pas mauvais ou bon signe, en fait. C'est que tous les jeux marchent comme ça maintenant. On passe à autre chose direct, tu vois. Même un Big Zelda, il sort 2 mois après, personne n'en parle. Alors que pourtant, Ça, t'en parles, les gros jeux t'en parlent longtemps quand même après. Hein. De réfléchir, mais je sais pas, c'est plutôt un ressenti quand même. Parce que le fait qu'on en parle plus, ça veut pas dire que c'est pas avéré, parce qu'on en parle plus, la vie continue, il y a d'autres jeux qui sortent, Tout à il y a fait. d'autres sujets qui Exactement, ça, je voulais pointer. mais du coup, ceux qui avaient un a priori au-dessus, bah, ils l'ont pas acheté, mais du coup, ils vont pas passer encore 6 mois à dire ah, je l'ai pas acheté parce que tu vois, pareil, ils pensent au même titre que ceux qui l'achètent, qui disent c'était très bien quand même. Oui, bah c'est bien, d'accord. Le sujet est passé. On s'en fout maintenant. D'ailleurs, en parlant des ventes, pareil. Je sais pas, il y en a qui disaient ouais mais c'est pas fiable parce que les gens ils ont pris en compte le fait qu'il y en a qui ont joué au jeu par abonnement alors qu'en fait quand tu passes par un abonnement tu payes pas le jeu plein pot donc c'est pas des vrais chiffres puis tu peux rembourser et tout machin. Ça je sais pas si Ubisoft et ce qui serait normal essaye de mettre le drama sous le tapis en gonflant ses chiffres en utilisant toutes les stats de toute façon pour être tout à fait honnête si Tencent en fait si juste genre c'était une semaine après enfin je sais plus exactement mais c'était très peu de temps après qu'on a eu l'info de Tencent qui arrive avec les 25% et la nouvelle filiale. Oui, non, mais c'est que c'était déjà signé avant, en fait. C'était que Ubisoft n'avait pas du tout prévu que Assassin's Creed Shadow sauve l'entreprise. Oui. Qui soit un succès non plus. C'est ça, ouais, exactement. En fait. Que même si c'est un succès, ça suffisait pas. C'est tout ce qu'il fallait. Non, ça suffisait clairement pas. Et de toute façon, on l'a vu, le jeu a les mêmes défauts que tout ce que fait le studio. Tu vois, dans la manière des actions répétitives, la manière de construire un open world. C'est pas du tout dans les codes dans lesquels on attend maintenant d'un open world. Tu vois, ils font toujours leur sauce, leur manière de faire. Alors oui, a priori, il y a des gros efforts sur la partie narration. Moi, c'est là où je suis curieux, tu vois. C'est quand même là où j'ai envie de voir justement le jeu. Tu parlais de tout à l'heure de est-ce que la dualité leur a posé problème. Je veux voir en fait, moi. Je veux vraiment voir s'ils ont réussi ou pas. Mais dans le reste du gameplay, ça reste toujours un Assassin's Creed et je pense qu'on le reconnaît. Donc ça a l'air d'avoir marché parce que, comme on en a déjà parlé et comme le fait que j'ai passé 120 heures sur Valhalla, des fois juste un univers peut te happer et te donner envie d'acheter un jeu. Oui. Donc, juste ça peut suffire à faire un jeu qui marche et qui est satisfaisant. Maintenant, je pense que l'arrivée de Tencent crée forcément une nouvelle dynamique. Alors, je t'ai posé la question tout à l'heure, je vais y répondre à cette propre question d'ailleurs, sur c'est quoi la stratégie derrière, hein, je pense là-dessus. Parce que selon moi, donc Tencent, je sais pas exactement ce qu'ils ont derrière la tête. On dirait que Tencent, ils rachètent pas les studios. Ils se mettent dedans pour avoir un poids stratégique, mais on dirait qu'ils rachètent pas les studios. À moins que je me trompe pas. C'est pas l'impression qu'ils donnent. Ils ont toujours des grosses parts, quitte à être majoritaires. Ils sont pas là de racheter entièrement les studios. Ubisoft, selon moi, eux, ils veulent forcément réduire leur dette, sortir financièrement de cette situation pour continuer à exister et faire valoir leur grosse licence. Qu'est-ce qui peut se passer ? Ce qui peut se passer, c'est que du coup, il va y avoir... En fait, il va y avoir deux chemins. On peut se dire, du coup, de ce point de vue idéologique-là, maintenant que c'est une entreprise chinoise qui vient d'intégrer une grosse partie de la filiale, est-ce que du coup, ça va venir casser toute la dynamique idéologique que Ubisoft essaie de mettre en place ? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu penses qu'ils auront un impact là-dessus ? C'est évident. Hein. Ouais, moi, pour moi, c'est évident aussi. Il va y avoir une restructuration des effectifs, il va y avoir encore une vague de licenciements. Et je pense que, là, on peut parler d'idéologie ou pas, le pays n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes codes. Je pense que eux, l'inclusivité, ils s'en foutent un peu, quoi, les Chinois, là. Ouais. Donc on va leur parler de ça et on va leur dire que du coup les temps de développement vont être un peu plus longs parce qu'il faut qu'on retravaille sur les scénarios pour inclure tout le monde. Ils vont dire bah non, on s'en fout. Nous on veut de l'argent. Donc effectivement il va y avoir une restructuration côté Ubisoft, ça c'est sûr. Est-ce que ça va être pour le mieux ? Et en fait ça se trouve l'arrivée de Tencent va juste être un apport financier et Ubisoft va peut-être se concentrer sur leur propre licence mais d'un point de vue plus créatif, plus fort. Ou est-ce que justement on va se retrouver dans une standardisation encore plus poussée de leur jeu, avec encore moins d'âme et plus de budget. En fait, on peut avoir peur. Parce que là, on se dit, attends, qu'est-ce qui va se passer ? Je sais pas trop. Surtout que leur stratégie, c'était d'aller creuser de la grosse licence pour faire des jeux services. Pour moi, c'est une erreur. Hein. Je sais pas pourquoi il y a encore des studios qui s'engouffrent dans les jeux services. Un jeu service, il y en a un qui marche de temps en temps, il faut pas tout miser dessus. Hein. À voir, parce que je sais que du coup, on parle Tencent, fait que ce soit chinois. Le marché asiatique, c'est un marché qui est très friand de ce genre de jeu. Hein.
C'est peut-être pour ça aussi qu'ils veulent pousser ça vers ce format-là. Ouais, parce qu'ils se disent que chez eux ça marche, ils peuvent le faire marcher sur l'Occident. Exactement. L'Occident a pas l'air tu vois, ça bide. Ça bide fort. Tout le monde en a marre des jeux-services comme ça à tout va. Les gens veulent des parties pris. Ils veulent un jeu puissant, fort, qui arrive d'un coup, et qui raconte quelque chose. Et là, tu fais ah oui, ok, c'est bon, ça marche. Tu vois. Peut-être que c'est pas à destination du public occidental. Hein. Peut-être que du coup, l'idée, c'est de réussir à rendre ces licences encore plus intéressantes pour le marché asiatique, du coup. Peut-être qu'ils vont essayer d'avoir un entre-deux sur le sujet. Ouais, c'est possible. J'aurais dit l'inverse. J'aurais dit que Tencent vient dans Ubisoft pour justement continuer leur propagation mondiale. Et pas Ubisoft qui va aller chercher le marché asiatique. Bah, ça dépend vers quel côté ils poussent en fait. S'ils poussent sur le format jeu-service, pour le coup, pour moi, c'est une erreur, comme tu as dit, parce que ça nous intéresse pas moins. On est moins friands de ça. Après, je me rends pas compte. En fait, est-ce que c'est des licences? Tu vois, pareil, là, j'ai pas de chiffres. Est-ce que c'est des licences qui se vendent bien sur leur marché à eux? Je me rends même pas compte. Parce que ça se trouve, c'est justement, ils veulent s'en servir pour séduire un nouvel électorat, quoi. Au travers de ces licences-là. Parce que soit, imagine, t'es Tencent. Tu rachètes Ubisoft, qui est quand même connu dans le monde occidental. Du coup, tu rachètes, t'as déjà un marché qui est fait, en fait. Surtout qu'à mon avis, que le jour où ils rachèteront Ubisoft, ce sera le jour, potentiellement, où Ubisoft sera remis. Donc c'est bon, le marché, il est sain, il est pérenne. Je sais pas comment on dit. Ouais, pérenne, je crois. Bah, du coup, ce qui te reste à faire, c'est ton propre marché, en fait. Étant donné que t'es déjà un acteur majeur de ce marché-là, tu le connais, t'as sans doute des contacts, tu sais comment promouvoir le jeu, du coup, il te restera que ce taf-là à faire. Ce serait pas je pense pas que ce serait une mauvaise stratégie. Enfin, moi, je l'avais vu comme ça. J'avais pas du tout ok. Je l'avais pas du tout vu comme ça. Bah, on va voir. Hein. De toute façon, le futur nous dira. Mais c'est vrai que putain, j'avais pas du tout anticipé ça comme ça. Et attends, Riot Games, ils ont pas genre 50% de la boîte Tencent, c'est pas un truc comme ça? Mais en fait, ton argument marche aussi, parce que Riot Games, c'est LoL. LoL en Asie, on l'avait vu avec Wukong, tout le monde s'en foutait chez nous, mais en fait, le jeu a tout explosé en vente parce qu'il y avait les Chinois. C'est quand même impressionnant. Et en même temps, d'un côté, je trouve ça pas déconnant, parce qu'en fait, la chose qui importe, j'ai l'impression pour eux, c'est d'avoir leur filtre par rapport aux produits qui arrivent de l'extérieur. Donc le fait qu'un jeu occidental soit promu par une boîte locale, c'est tout bénef en fait. Parce qu'ils peuvent choisir ce qui passe pas. En plus, s'ils dirigent la boîte, c'est encore plus open bar, parce qu'ils peuvent directement influencer sur les décisions stratégiques et idéologiques. Oui. Du coup, c'est un super poids en fait. Et pour le coup, le marché qu'ils achètent en achetant la boîte, donc occidental dans le cas d'Ubisoft, il est déjà acquis, ils peuvent ne pas se prendre la tête, quasiment. Enfin, pas se prendre la tête, je grossis le trait, mais c'est le marché Ubisoft, c'est connu chez nous déjà. Oui. Il y a moins besoin de faire connaître. Après, oui, puis je pense que ils ressortent des Assassin's Creed, même s'il y a ton centre derrière, je pense que les gens vont continuer d'acheter Assassin's Creed, ils vont pas se dire ah non, c'est chinois maintenant. Ah, tu pourrais, je pense qu'il y aura une tentative de boycott quand même. Mais oui, mais ça changera rien. C'est toujours un petit pourcentage de personnes qui ne fluctuent pas du tout, ne font pas du tout fluctuer les ventes des licences, tu vois. Oui, puis ils finissent à l'acheter quand même quand le drama est passé, c'est discrètement. Bon, bah tant pis. Tant pis, je vais les acheter. C'est ce qui va se passer avec tous les mecs qui veulent boycott Yasuke, je pense. Hein. Oui. Mais ça me fait penser, c'est vrai que c'est marrant. Tu vois, là, du coup, toi et moi, on est pareil, on joue plutôt des gars. Mais là, je pense à des potes, ils prennent que des meufs sur les jeux. Ouais, j'en connais aussi, en fait. C'est pour ça que l'argument marche pas toujours. Ouais. Je sais pas. Mais du coup, je sais pas si c'est une minorité ou une majorité. Mais là, en tout cas, dans mon cas, j'ai l'impression que c'est du 50-50. Je connais autant de gars, plus ou moins, qui choisissent des gars par défaut que de gars qui choisissent des nanas. Je serais curieux de leur demander pourquoi, du coup. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que moi, je pense qu'ils aiment bien. Si c'est des jeux en troisième personne, mec, j'ai Ah ouais, non, mais putain. Oui, en plus, quand t'as dit ça, il y en a un qui m'a dit ça. Ça m'a rappelé un truc. Mais oui, il faut écouter. Ouais, mais c'est des raisons de gogol un peu, mais bon, bref. Ouais. Mais après, tu vois, mais quand t'as juste pas le choix et que c'est pas un personnage féminin par défaut, en vrai, moi, je le fais sans problème. Et je pense que la plupart des gens le font sans problème. Oui, bah, nos darons, ils ont joué avec Tomb Raider. Ah, ils étaient contents des polygones à la place des seins, hein. Ça les a pas dérangés du tout. Ça, après, c'est l'autre question de la sexualité des femmes dans les jeux. Pour en reparler. Ah ouais, c'est clair, c'est comme si tu jouais à The Witcher et tu passais tous les passages où tu joues Ciri, tu sais. Ah non, je peux pas jouer là. Je peux pas jouer. Ah, c'est une femme, t'imagines? Oh, les mecs sont fous. Bah attends, après tu dis ça, mais là The Witcher 4... Tiens, bah tu sais quoi, c'est très intéressant. Il y a deux sujets dont on peut parler pour prendre leur verre de la médaille. C'est qu'il n'y a pas que The Witcher 4, moi j'ai vu, il y a Hades aussi. Oui. Hades 2, on joue Mélinoé. Putain, j'ai fait le jeu et je galère à trouver le nom. Et pareil, quand tu regardes les avis sur Steam, alors attends, je crois qu'ils sont plutôt positifs,
Mais je crois que sur Steam, il y a moyen de trouver une espèce de forum où des gens posent des topics sur les jeux. Et je sais qu'à la sortie, enfin à la fausse sortie du jeu, la première fois où il a été jouable en bêta, il y avait plein de sujets qui revenaient sur le fait que le jeu était woke en fait, simplement. Ah oui. Et qu'on jouait une nana et que blablabla, le 1 était mieux, truc. Enfin, pareil, on souffle en fait. C'est fatigant. Je sais pas pourquoi il y en a qui se concentrent autant là-dessus. C'est un peu Mais c'est mental. pas. Je pense que dans l'ère de Hades, on s'en fout un peu. Non, On s'en fout totalement, ouais. Mais c'était juste pour donner un exemple que. ouais, je savais même pas qu'il y avait eu des dramas sur le personnage. Si, de alors Hades. ça a rien à voir en termes d'ampleur avec. Ça, c'est Assassin's Creed, c'est JVC, ça. Non, même pas en vrai. Je pense vraiment Ah ouais, que c'était. Ouais, non, même pas. Hein. Je pense que c'était quand même. C'est juste que Hades, c'est pas une licence qui est. C'est pas grand public. C'est connu, mais c'est pas grand public. C'est pas comme Assassin's Creed. Ouais. Ça fait moins de bruit, en fait, tout simplement. Mais non, je pense vraiment qu'il y a quand même un problème chez pas mal de gars à jouer des nanas, hein, qui sont juste. Ah, mais ça, chiants. même moi, j'ai aucun doute là-dessus. Les gens sont complètement fous. Les gens sont braqués très vite. Surtout quand c'est une licence où il y a des hommes par défaut. En fait, c'est ça. C'est quand t'as pas le choix et que la licence est écrite avec une femme, ça embête personne. Par contre, quand Parce c'était une qu'ils ont- licence où t'avais une. Vas-y. J'allais dire parce que tous les gars problème, du coup ils ont déjà pas joué au jeu. Donc quand le 2 sort, tu sais, il y a personne pour aller en fait. Parce que ceux qui jouaient au 1 et qui attendaient le 2, ils étaient déjà. Enfin, tu sais qu'ils s'en foutaient. Mais tu vois, j'ai envie de voir. Est-ce que Ghost of Yotei, ça a l'air de râler? Attends, parce que du coup, tu me fais me poser des questions. Ah, je sais pas. Parce que j'ai rien entendu sur Ghost of Yotei pour l'instant. Mais du coup, est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que je suis le seul à être hypé avec la nana et son petit instrument là? Ah ouais. Ça Ah râle ouais. Ouais. Ah. Accusation d'être une démarche woke. Mais tu vois, c'est ça le problème aussi, c'est que les gens. En fait, c'est ça. Quand t'as des studios qui veulent trop aller sur le côté woke et mettre trop en avant leur idéologie et que ça se sent à 10 000 à l'heure et tu fais oulala, c'est un peu grossier votre affaire. Bah, c'est que du coup, ceux qui le font juste par démarche de on a envie de faire un personnage féminin, on savait quoi raconter avec et que ça allait être sympa. Bah, du coup, tout est mis dans le même panier. Alors après, on peut juste dire que c'est ces gens-là qui sont des gros gogoles. Et que on évite la nuance avec ça. Mais c'est vrai que je trouve que du coup, ça peut créer un floutage. Je pensais pas du tout que sur Ghost of Yotei, on avait. Ouais, je pense que ça râlera toujours, mais pour le coup, ça va contre la démarche qu'on apporte. C'est que, étant donné que nous, on a une haute estime du jeu vidéo, et que c'est un média qui, comme tous les autres, doit proposer des histoires différentes, bah faut prendre des personnages et des contextes différents. En fait. Faut pas rentrer dans l'extrême inverse, en fait, faut rester ouvert. En fait, on vient au sujet de la cohérence. Oui, il y avait déjà les Japonais ont des japonaises comme tous les peuples, en fait. Est-ce que c'est déconnant qu'il y ait une japonaise dans un jeu qui se déroule au Japon? Non. Avoir commencé, en fait, encore une fois, avoir comment c'est mis en scène, en fait. C'est toujours la question de la cohérence, parce que pour le coup, si on est censé parler d'un Japon réaliste, alors je suis pas un pro, encore une fois, de l'histoire du Japon, mais je suppose une femme guerrière, c'est pas conventionnel. Est-ce que dans le jeu, il y aura des interactions à ce sujet-là, ou est-ce qu'on va bypass totalement ce sujet-là? Est-ce que les PNJ vont avoir des réactions? Enfin, tu vois, on peut imaginer ça, en fait, pour rendre le truc un peu logique, et que ça dérange pas. Oui, parce que normalement, t'es censé avoir des réactions, surtout sur un Japon féodal. C'est ça. Je pense qu'on aura. Ah, c'est ça que j'espérais d'ailleurs du jeu, quand même, c'est qu'on ait la sensation d'être vraiment un personnage différent de Jin Sakai du premier, tu vois. Que t'es vraiment autre chose, parce que là, t'es sur une démarche qui est complètement différente. Je serais très curieux. Mais ouais, a priori, ouais, grosse critique quand même sur Ghost of Yotei. L'actrice qui fait la voix, elle a subi déjà des harcèlements. Donc bon. Ah, mais ça, tu vois, c'est infernal. C'est infernal, surtout qu'en plus, je pense que vu comment Tsushima a été fait, pour le coup, c'est vraiment pas. Ça mettrait que le studio prenne un revirement très important pour partir dans un délire idéologique. Bah, ils ont voulu écrire un personnage féminin parce qu'ils avaient une histoire, comme tu l'as dit, à proposer avec qui marchait bien, et peut-être aussi pour l'idée d'alterner. Ils ont fait un mec, ils vont faire une meuf maintenant. C'est vrai que moi, j'ai même pas cherché à comprendre. Non, je n'ai pas cherché aussi. Tu prends le truc comme il vient, en fait. Tu vois, tu te pas à te poser de questions. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, ça se trouve, ça peut être un choix idéologique. Mais qu'importe. Moi aussi, ils me le mettent bien en scène. Ça me va, hein, je suis content. Hein. Et quand t'aimes les histoires différentes, faut être ouvert à tout. On peut revenir sur le trailer de The Witcher 4, parce que pareil, moi, honnêtement, ça m'a détruit, parce que gros fan de la licence. Je revois le trailer, je suis tout content. Ils ont l'air de pas avoir oublié les bases, c'est-à-dire que The Witcher, c'est quand même le cœur du sujet, c'est les monstres, c'est pas les monstres, les vrais monstres, c'est les hommes. Ce qui est montré dans le trailer, pas de souci. Ouais. J'ai toujours eu un problème avec le personnage de Ciri, que ce soit dans les bouquins.
Dans les jeux, moins, parce qu'en fait, c'est moins mis en avant, mais dans les bouquins, je sais pas, je trouve qu'il y a un problème avec ce personnage-là. Et pour le coup, moi, je suis très content de jouer une série en mode Daron, en fait. Parce que là, du coup, on va découvrir une nouvelle facette du personnage. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle arrive à cette étape-là pour qu'elle soit... Parce qu'elle a l'air d'être minée, quand même. Hein. Elle a l'air d'avoir vu des sacrées horreurs. Enfin, tu sens qu'elle a été éprouvée par la vie, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce time-lapse qui a amené à The Witcher 4 d'autant plus que Geralt a l'air d'être toujours dans la partie, donc qu'est-ce qu'il aura à apporter dans la relation avec Ciri. Enfin, il y a plein de choses à explorer et que les gens aient râlé sur le fait ah, elle est moche et elle est plus jeune, tu te dis bon, les gars, Ouais, fait enculer, les mecs ont un fait. problème quand même. Ouais, mais ça, c'est des enfants, tu vois. Pour moi, c'est des Et oui, mais je enfants. me dis, tu joues à The Witcher, tu lis les bouquins. Comment tu peux tiquer là-dessus? T'as rien compris. T'es passé Mec, je totalement pense à qu'ils côté ont, du sujet. ils ont pas lu les livres. C'est encore pire du coup. Tu faisais quoi? Tu jouais à The Witcher 3, tu passais les cinématiques? On y revient, voilà. Mais on y revient. Clé. Parce que C'est possible. le 3... Mais oui, Ah, c'est mon possible. Siri parle, je passe. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de rester objectif sur ces sujets-là, pas avoir une idéologie fermée et de rester et de se dire que oui, t'as des décisions qui sont prises par des choix idéologiques propres à l'époque et c'est pas forcément un problème. Pour que le jeu soit bien, plus compliqué que ça, parce que tu peux jouer un jeu avec un truc sur lequel t'es pas d'accord, mais ça sera quand même, tu vas quand même passer un bon moment. En fait. Ouais. Totalement d'accord. Je reprends Cyberpunk parce que du coup c'est vraiment le propos. Alors je vais essayer de pas trop en dire, mais je vais quand même en dire parce que c'est un trop bon exemple pour pas le citer. C'est que t'as Le mec va me différentes spoiler. Non, en vrai, non, t'inquiète. Non, c'est pas un spoil. Parce que c'est en plus, déjà dans l'histoire principale, t'as déjà le voir, mais t'as des personnages qui ont des morales diverses et variées, tous plus ou moins discutables. Et en fait, ça marche bien parce qu'en fait, c'est le propre au monde réel. Le fait d'avoir des avis différents. Mhm. Et l'idée que le studio ait poussé une opinion plus que l'autre, tu peux, je pense, réussir à le voir. Mais en fait, c'est tellement bien intégré, étant donné qu'ils mettent l'antagoniste propre à leurs idées dans le jeu, ça se voit pas. C'est-à-dire que si t'as un personnage qui va te proposer une idée, t'es quasiment sûr que dans une autre quête ou plus tard dans le jeu, tu vas voir que l'univers dans lequel se déroule l'histoire, elle va pas toujours dans le sens de ce personnage, en fait. Parce que c'est bien intégré. Parce que c'est, en fait, c'est une bonne immersion. On revient à l'idée de l'immersion, mais c'est que du coup, l'idée d'être immergé, c'est que ce soit crédible, que ce soit réaliste. Et on sait que les gens, ils sont pas... L'humain, il s'entend pas toujours avec ses congénères parce qu'on a des morales plus ou moins variées. Et du coup, c'est ce sujet-là qui doit transparaître, surtout dans un jeu. En fait, quand vous jouez à un jeu, je pense que la première question à se poser, c'est est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'un personnage qui a telle pensée dans tel univers et que tout le monde soit d'accord avec, c'est crédible? En général, non. Quand tu dis tout le monde est d'accord, c'est rarement crédible parce que tu as forcément des réactions. C'est un super bon point, ça, la question de la crédibilité. Tu sais que d'ailleurs, je pense que nous, on va être chiant. On peut creuser très loin le sujet et analyser bien le jeu pour savoir si la crédibilité ou pour juger la crédibilité ou pas. Mais je pense que même quelqu'un qui est un consommateur de jeux plutôt occasionnel qui joue de temps en temps, la question de la crédibilité, il se la prend quoi qu'il. En vrai, ça va se faire poser des questions. Tu vois, t'as des gens qui ont joué à Harry Potter qui sont pas des grands joueurs et qui pour autant, quand ils ont joué au jeu, ils ont dit tiens, je m'ennuie un peu quand même dans l'histoire. Parce que ça n'est pas crédible. Tout le monde est plat, on s'en fout. Personne n'est méchant. Tout le monde pense la même chose. Qu'importe la maison dans laquelle t'es, les gens s'ennuient. Par défaut, tu t'ennuies en fait. Il faut que tu fasses un univers qui est crédible. Il y a des gentils, il y a des gens qui ont des moins bonnes intentions. Il y a des gens gris entre les deux. Voilà, il y a des trucs entre les deux. C'est surtout quand tu mets en avant des êtres humains. Hein. L'humanité, elle est tellement, tellement riche et dense que tu vas forcément avoir des phénotypes dans tous les sens qui vont t'amener des nouvelles problématiques, des nouvelles histoires, des situations loufoques qui vont te faire vivre cet attrait-là. Et quand tu te dis allez, tout ça, on s'en fout, bah ça se sent. Ouais, ça se ressent. On est dans un parc où en fait, tu sais, je suis allé à un parc au Japon où les mecs qui te parlent, le staff, tu sais, dès que tu les vois, ils en font des caisses. Coucou, ils font des grands coucous, grands sourires, on dirait des robots en fait. En fait, t'as l'impression de jouer à un jeu où ils ont tous la même personnalité, tu te dis mais c'est pas comme ça les êtres humains, ça Oui, marche ça pas. marche pas comme ça. Ouais, Ça marche pas comme ça. Ouais, et je pense que n'importe qui ça est sensible. Ouais, et je pense qu'à la limite, la différence, c'est qu'en fait, ils vont tout ressentir comme nous, parce qu'ils vont pas mettre de mots dessus. Tu sais, ils vont dire ah c'est nul. Tu sais, ils vont pas pousser forcément plus loin. Si t'es un joueur qui se pose pas plus de questions, tu vas jouer à ton jeu, tu vas le laisser de côté, puis tu vas passer à autre chose. Putain, c'est vraiment à chier, ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu vas pas te poser la question de mais pourquoi j'ai trouvé ça nul, tu vois. Tu vas pas pousser le truc. Juste ouais, c'est vrai, c'est un bon point. C'est ça. Je pense que le cœur, même en sortant du cadre des jeux vidéo, c'est être capable de discuter en fait à partir du moment où quelqu'un pense pas comme vous.
essayez même pas forcément de le convaincre de votre opinion, quelle qu'elle soit, plutôt de poser des questions. En fait, j'ai l'impression que c'est purement égoïste ce que je vais dire, mais je pense que c'est la bonne façon de voir les choses. Quand quelqu'un pense l'inverse de vous, c'est de comprendre pourquoi il pense ça pour vous. Pas forcément pour essayer de le convaincre. Je pense que c'est important d'écouter ce qu'il dit. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est basé sur un raisonnement? Ou est-ce que ça sort de son chapeau, etc. Et ça affine... je pense que ça affine nos propres pensées, ça nous rend meilleurs en fait. Je suis complètement d'accord avec. Bien joué. Je pense que c'est notre conclusion. Ça me paraît très très bon. Si les gens sont écoutés jusque-là, en tout cas, je pense que ça peut un peu résonner. Exactement. Bon, bah parfait. Je pense qu'on a fait le tour de notre sujet du jour. C'est ça. Eh bien, merci d'avoir écouté et d'être resté parmi nous jusqu'à maintenant. Moi, je vous dis à la prochaine. Bon courage les balaises. Ciao.